Flore Berlegan, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de public, de nous accorder cette interview ici à la Magic Keynote. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes donc la directrice de Zero Waste France, association qui est née donc pour la présenter un petit peu aux lecteurs qui la méconnaissent. En 1997, qui avait un autre nom auparavant, qui a changé de nom en 2014. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes les activités de Zero Waste France aujourd'hui? Oui, Zero Waste France, c'est une asso qui existe depuis plus de 20 ans. Alors qu'on a l'impression que la question des déchets, le zéro déchet, ça a émergé beaucoup plus récemment, mais en réalité, il y a des gens qui travaillent depuis un certain temps sur la question. Et en 97, quand on a démarré, on était dans un contexte qui est vraiment très différent de celui d'aujourd'hui, enfin, même si tout n'a pas évolué comme on l'aurait espéré, mais malgré tout, c'était effectivement un contexte dans lequel la gestion des déchets était à peine questionnée et on envoyait la plupart de nos déchets dans des décharges ou des incinérateurs sans qu'il y ait un contrôle très strict de ces installations. Donc la raison pour laquelle l'asso a été créée au départ, c'était pour dénoncer ces situations. C'était vraiment un rôle de lanceur d'alerte qui subsiste aujourd'hui parce qu'il y a encore des choses à signaler bien sûr. Ouais. Mais très rapidement, on a commencé à travailler sur les alternatives parce que si on veut arrêter d'envoyer les déchets vers des décharges ou des incinérateurs parce que ce sont des installations polluantes, quoi qu'on fasse, elles restent polluantes. Il faut bien trouver des solutions. Les solutions, ça peut être le recyclage, ça peut être le compostage, mais ça va être surtout la réduction à la source de nos déchets et du gaspillage de ressources qu'ils représentent. Est-ce que du coup le progrès est un avantage pour vous ou justement un obstacle? Aujourd'hui, on remarque qu'on a à la fois une plus grande écoute de la part des citoyens, des entreprises, des acteurs publics, une plus grande sensibilité à ces questions et c'est parce qu'on en a beaucoup parlé et c'est parce qu'il y a des progrès qui ont été faits dans différents domaines. Et en même temps, le fait que ce soit justement beaucoup plus présent dans les discussions, dans les débats aujourd'hui et qu'il n'y a pas une entreprise qui ne parle pas de sa démarche environnementale et plus particulièrement de sa démarche économie circulaire ou je ne sais quoi, d'une certaine manière, ça nous dessert un petit peu aussi parce que finalement, on a l'impression que le problème est en train d'être réglé, qu'il a été pris en main, que des solutions sont en train d'être mises en place. Or, ces solutions, pour une partie d'entre elles, elles ne sont pas viables en réalité si on a une vision de long terme. Et puis aussi, bien sûr, on est très très loin d'avoir couvert l'ensemble de l'économie et l'ensemble des pratiques qui posent problème. Donc voilà, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, le fait que les sujets aient progressé, parce que ça peut aussi nous rendre moins vigilants et moins actifs, moins dynamiques sur la mise en place de réelles solutions. Alors dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, vous avez récemment communiqué sur la fin de la distribution des flyers pour laquelle vous militez. Est-ce que ça, un jour, on y arrivera? Donc les publicités sauvages commerciales qu'on retrouve dans toutes les boîtes aux lettres, en plusieurs exemplaires, des fois pour un même foyer. La question des flyers, des pubs qu'on trouve dans les boîtes aux lettres, c'est un sujet sur lequel on a décidé d'être actif, à la fois parce qu'il est symbolique et puis parce que le non-respect du stop pub, parce que c'est là-dessus qu'on travaille, le non-respect de cet autocollant qui est censé indiquer le souhait des gens de ne pas recevoir de pub, le fait qu'il ne soit pas respecté, pour nous c'est inacceptable parce qu'en fait même quand les gens veulent faire un effort, on les en empêche ou on ne leur donne pas la possibilité, on ne respecte pas leur choix. Donc voilà, ça n'est qu'une goutte d'eau, bien sûr, dans la quantité de déchets qu'on produit, même si ça pèse lourd quand même. Mais bien sûr, ce n'est pas représentatif de l'ensemble des déchets, mais ça reste une cause à laquelle on s'attaque parce qu'elle est significative en termes de signal aussi à envoyer aux entreprises qui sont responsables de la distribution de ces flyers, de ces publicités, pour leur dire ça n'est plus acceptable. Il faut absolument que vous trouviez d'autres moyens de communiquer parce que à terme, ça va aussi être dommageable pour votre image. Alors évidemment, vous n'avez pas manqué, j'imagine, la fin annoncée donc justement concernant l'impression des prospectus et des documents publicitaires, l'entrée en vigueur donc le 1er janvier 2023 de l'obligation en fait de les fabriquer à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. Et ça, c'est un acte positif, évidemment. Le fait qu'on impose l'utilisation de papier recyclé, c'est positif parce qu'effectivement on va remplacer une matière vierge par une matière issue du recyclage, ce qui va dans le sens d'une économie circulaire. Cela dit, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on substitue par de la matière recyclée, ça n'a plus aucun impact et ça n'a plus aucune importance. Il faut quand même rappeler que le recyclage, il est limité. Le papier se recycle 4, 5, 6 fois, mais pas plus.
Et encore, c'est dans des qualités de papier à chaque fois inférieures. Donc il ne faut pas s'imaginer que cette boucle du recyclage, elle est parfaite et elle est infinie, éternelle, etc. D'ailleurs, on peut aussi étendre le sujet, notamment aux pailles. Donc, par exemple, des enseignes comme McDonald's ont mis fin aux pailles en plastique, elles les remplacent par des pailles soi-disant biodégradables, mais au final on les jette quand même à la poubelle. Oui. C'est valable pour le papier, c'est valable pour les pailles, pour tout un tas d'objets ou de produits ou d'emballages jetables. En fait, pour nous, le problème, c'est pas tant la matière qu'on a choisie, on parle beaucoup du plastique, mais finalement, si on se contente de substituer le plastique par un autre matériau, mais qu'on reste sur du jetable, de l'usage unique, eh ben on reste dans un gaspillage de ressources, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'on est en train de passer d'une société de surconsommation à une société de responsabilisation, j'ai envie de dire? Je ne suis pas sûre, honnêtement. Je crois qu'on en est encore loin. Malheureusement, on est encore complètement dans la société de surconsommation. Un gros travail de pédagogie à faire. Voilà, et en fait, ça exige de définir la notion de surconsommation. C'est à la fois quelque chose qui semble un peu évident. Oui, surconsommer, bon, bah, c'est consommer trop, c'est du gaspillage, c'est l'eau du robinet qu'on laisse couler, c'est le gaspillage alimentaire, c'est trop. Et en même temps, c'est pas si facile à définir parce que la question qui vient très vite, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Parce que ce qui va paraître une surconsommation à une personne va peut-être pas paraître si exagéré à une autre personne. Donc où est-ce qu'on met le curseur? Une piste de réflexion, ça peut être de se dire est-ce que cette consommation est généralisable? Si elle n'est pas généralisable, ça veut dire qu'elle se fait au détriment soit de personnes qui vivent très loin de nous, soit des générations futures, mais voilà, qu'en tout cas, il y a une privation de ressources qui va avoir lieu à un moment ou à un autre. Et donc, voilà, si une consommation n'est pas généralisable, ça veut dire qu'on est quand même dans une surconsommation. Et quand même le fait d'être là aujourd'hui présent à la Madi Keynote, le fait que les pouvoirs publics commencent à se saisir de certains sujets environnementaux aussi. Et est-ce que c'est un signe qu'au final la situation n'est pas irréversible et qu'on peut arriver à des résultats positifs dans l'avenir justement sur le tri des déchets, sur la surconsommation? Ce que je trouve positif, c'est que petit à petit, on va quand même un cran plus loin dans la réflexion et on va un plus loin ou plus en amont en fait. C'est-à-dire qu'on est parti de la question des déchets et de comment il fallait les traiter à ah oui, mais en fait là, c'est plutôt une question de ressources et donc l'économie circulaire peut-être peut nous permettre de mieux les gérer ces ressources. Et puis là, on voit qu'on est en train d'aller encore un petit peu plus loin dans la réflexion, à savoir, mais en fait, l'économie circulaire ne nous permettra que de reculer un petit peu le problème. Il faut le prendre plus en amont, c'est-à-dire dans la réduction de la consommation de ressources. Et donc ça me semble assez positif de voir qu'il y a des initiatives, des projets, des réflexions qui commencent à poser cette question très concrète d'une réduction des volumes, d'une manière différente de faire, qui ne soit pas basée sur la croissance continue des volumes produits. Eh bien, c'était le mot de la fin. Flore Berlingen, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation avec Zero Waste France. Merci. Au revoir. Au revoir.